Combien de temps pensez-vous pouvoir tenir? Et quelles sont pour vous les lignes rouges en termes de négociation? Qu'est-ce qui est acceptable pour vous? La démilitarisation, la reconnaissance de la DPR, de la République populaire de Donetsk? Quelles sont les lignes rouges? Tant de questions. Tant de questions. Tant de questions. Et je pense que, normalement, ceux qui sont là connaissent bien les réponses. Donc, première partie de votre question. Malgré la résistance, l'armée russe avance. Comment vous pouvez nous présenter l'état des lieux et combien de temps encore l'Ukraine tiendra? Réponse. L'armée russe est multiples fois supérieure. Et ce n'est pas 2 fois ni 3 fois supérieur, mais par exemple pour les chars ou pour les militaires, il faut multiplier par 5 ou par 10 pour comparer avec l'armée ukrainienne. Mais personne ne compte combien de militaires tombent sous les tirs dans cette guerre du côté de l'armée russe. Vous savez qu'ils ont amené ici des incinérateurs avec eux pour pouvoir assurer la crémation sur place des soldats russes qui sont tombés. Ils ne veulent pas montrer à leur mère les soldats morts. Et ils sont venus ici, ils se sont heurtés à notre résistance parce que nous défendons nos maisons et notre sol. Mais nous ne voulons pas les tuer. Mais pourquoi nous devons maintenant nous retrouver dans la situation où nous sommes obligés de prendre des prisonniers? Nous sauvons ces prisonniers, nous avons des médecins qui les soignent parce qu'avant tout, ce sont des médecins et des humains. Donc, ils soignent, ils sauvent, ils restaurent la vie de ces gens. Et ça, c'est la différence par rapport à ceux qui les envoient comme la chair à canon. Leurs militaires ont amené des incinérateurs pour assurer la crémation de leurs propres soldats, ce qui est affreux, ce qui est horrible. Et je ne peux même pas concevoir comment une personne peut prévoir ce type d'acte. C'est ça les actes de génocide et du nazisme. Nous sommes au XXIe siècle aujourd'hui et j'ai honte quand il y a des événements pareils dans le monde, quand on dit qu'il faut oublier l'apocalypse. La fin du monde, elle est là. Si ce sont ce type d'actes qui se produisent, c'est la fin du monde. C'est la fin du monde tel qu'il est. Et ça, c'est la question qui se pose. Nous sommes une barrière entre la partie civilisée et la partie non civilisée. Mais bien sûr, le peuple russe, ce sont les gens comme les autres, mais ils ont peur de sortir dans la rue et de dire à leur président, comme c'est en Ukraine, les gens, s'ils ne sont pas contents, ils viennent ici, ils viennent sur l'avenue Bankova devant l'administration présidentielle et ils expriment leur mécontentement. Ils disent non, par exemple, les impôts ne nous satisfont pas, etc. Mais c'est normal, parce que quand moi, je suis élu, ou toi, tu es élu à ce poste de président, tu n'es pas un tsar, tu n'es pas un autocrate, tu as été élu par le peuple et tu dois rendre des comptes à ton peuple. Tu es un PDG de ton pays, de ton peuple. Tu n'es pas un tyran, tu n'es pas un dictateur, tu es un PDG et tu dois tout faire pour que ton État, ton pays réussisse comme n'importe quelle entreprise pour un PDG, pour que cette entreprise, ou en l'occurrence cet État, ait pignon sur rue, fonctionne bien, etc. Donc ce que nous faisons, nous défendons notre pays, et nous défendons notre peuple. Si je n'étais pas président aujourd'hui, je serais certainement peut-être dans la défense territoriale et peut-être je pourrais agir, mais aujourd'hui je suis président
président et je suis garant de ce qui se passe dans mon pays et pour mon peuple. Bon, voilà, si je n'étais pas président, je ferais partie des défenses territoriales, peut-être j'apporterais à manger, peut-être je tirerais, défendrais, je ferais ce qu'on me dirait de faire. Mais quand on me présente des ultimatums, rends les armes et change de camp, là, non, je ne girai jamais comme ça. C'est ça la différence, parce qu'ici, nous sommes chez nous et nous défendons ce qui est à nous. Nous ne prenons rien à personne, ne confisquons rien à personne. Donc, les mamans qui ont envoyé leurs fils, qui ont 18 ou 19 ans. Vous savez, moi, j'ai 45 ans. Et ma fille, elle a à peu près cet âge, l'âge de ces soldats. Et c'est affreux. Je ne peux même pas imaginer que ces garçons peuvent être les enfants de quelqu'un comme moi, les enfants des gens de ma génération. Et ils sont arrivés ici. Et je veux que leur mère comprenne ce qui se passe. Je veux que leur mère vienne les récupérer. Et même s'il y a des gars qui sont déjà morts ici, sur notre sol, et il y en a beaucoup, mais je ne voudrais pas qu'on les brûle dans leur incinérateur, qu'on fasse cette crémation et que leur mère ne soit même pas au courant de ce qui leur est arrivé, car c'est inhumain, car Dieu, il voit tout. Et si toi, tu es envoyé pour tuer les autres, c'est le Dieu qui doit te juger, et non pas un incinérateur. Donc, si elles veulent, ces mères, nous les accueillons, nous les invitons à venir et à récupérer leurs fils. Je ne sais pas pendant combien de temps. Ce n'est pas une plage horaire que nous déterminons pour savoir combien nous allons résister. Nous résistons, nous tenons bon en pensant juste à ce que nous devons faire comme notre travail. C'est notre travail, nous faisons notre travail, c'est tout. C'est le travail qui s'est transformé en sauvegarde de notre vie, de notre histoire et de notre famille. C'est tout. Et ce serait une honte de ne pas pouvoir décider de ce que tu vas faire de ta vie et de ce que tu peux faire ou ne pas faire dans ta vie. Car c'est le sens de la vie, à mon avis. La liberté, c'est ça le sens. Monsieur le Président, il y a des rapports selon lesquels Poutine veut vous tuer. Est-ce que cela vous fait peur? C'est ma première question. Deuxième question, qu'est-ce que l'Allemagne peut faire? Qu'est-ce que l'Europe peut faire? Qu'est-ce que le chancelier allemand peut faire pour vous aider? Je suis un être vivant et comme tout être vivant, nous tous les êtres vivants, nous voulons vivre. Et je pense que si quelqu'un n'a pas peur de perdre sa vie ou la vie de ses enfants, ce serait quelqu'un qui ne serait pas sain d'esprit. Moi, ce que je veux dire, c'est que si tu envoies quelqu'un faire la guerre dans un autre pays et tu ne penses pas que ces gens vont priver d'autres gens de leur vie, et quelles seront les émotions et quelle sera l'issue. Je pense que ce n'est pas normal. Donc, comme n'importe quelle personne, comme n'importe quel être humain, j'ai peur pour la vie de mes proches, mais je ne suis pas n'importe quel homme. Je suis le président de l'Ukraine et je n'ai pas le droit à ce type de peur parce que je le ressens au fond de mon âme, comme n'importe qui parmi nous, oui. Mais c'est surtout que nous avons peur pour nos proches et nous avons peur de perdre notre sol, notre État. Et j'ai peur d'imaginer que je n'aurai pas d'État et on me poserait la question, mais tu viens d'où? Et tu vas dire, je viens d'un pays qui n'existe plus. C'est de cela dont j'ai peur. J'ai peur de ce que nous laisserons à la génération future. Voilà ce qui est la source de mes craintes. En ce qui concerne le monde, eh bien, le monde, ce n'est pas la question sur Scholz, sur Biden, ou sur Macron, ou sur un autre leader du monde.
Nous avons dit plusieurs fois que l'Ukraine a besoin de garanties de sécurité. Et moi, j'en ai parlé dès le début, dès que je suis au pouvoir en tant que président de l'Ukraine, que si vous ne montrez pas que vous êtes une union ou une alliance forte, que ce soit l'OTAN ou l'Union européenne, les valeurs, la sécurité, les liens économiques et culturels, oui, mais vous devez expliquer qu'il y a cette unité de valeurs dans le monde et que si vous ne défendez pas vos unions et leur État, et voilà ce qui se passe parce que je parlais ouvertement à propos de l'OTAN et je considère que si vous ne défendez pas de manière puissante les États de vos unions et de vos alliances, répondre et de manière très ferme parce que vous avez vu la pression de l'Alliance sur les pays quand il y avait la crise migratoire entre la Biélorussie et la Lituanie et la Pologne. Quelle était la réponse des pays de l'Alliance? La réponse était qu'il fallait attendre. Mais attendre quoi? Je ne dis pas qu'il faut faire la guerre. Non, il ne faut pas faire la guerre. Il ne faut pas faire de guerre. C'est cela la puissance de n'importe quelle alliance. C'est que tu es si puissante que tu peux te mettre à la table des négociations et dire, voilà, ce sont tels et tels points dans l'agenda et cela ne peut pas être autrement. Et un grand ou un petit pays, les droits sont égaux. Et c'est ça le sens de l'Alliance. Alors, quel pouvait être le point faible? La Lituanie nous a demandé de fournir le câble pour sécuriser les frontières. Et du coup, comment peut-on dire qu'il y a cette réaction puissante? C'est cela qui est difficile. Et il en est de même pour l'Ukraine et l'Europe. Quand nous avions abordé le sujet du Nord Stream 2, je persuadais tous les leaders que vous mentionnez, et notamment le président des États-Unis. Nous disions qu'il n'y aura pas de compromis sur les prix, il n'y aura pas de bon marché, ce sera l'utilisation de ce pipeline, ce gazoduc pour faire pression et ne pas permettre d'autres alternatives et exclure l'Ukraine. C'est une arme énergétique pour agir contre l'Ukraine et pour assurer l'escalade de la rhétorique. C'est ce qui se passe maintenant. Rendez les armes, ils disent. Il faut que nous nous mettions à genoux. Ils nous disent que nous devons tout reconnaître et accepter. Et ça, c'est le début. Et si l'Ukraine ne met pas fin à tout cela, et si le monde uni ne s'unit pas de manière décisive, et je suis très reconnaissant à tous les pays qui nous soutiennent et qui nous transmettent les armes, mais je pense que c'est tard, car nous avons perdu le temps précieux, et le prix de ce temps se compte en milliers de vies ukrainiennes. C'est ça le prix, c'est la vérité. Et ensuite, ce que nous pouvons voir en parlant de la force de ces unions aussi, que Dieu nous préserve, mais si nous n'existons plus, qu'y a-t-il après? C'est la Lettonie, la Lituanie, l'Estonie, la Moldavie, la Géorgie et la Pologne, et ils vont donc avancer jusqu'au mur de Berlin. Croyez-moi, le monde doit démontrer sa force et sa puissance sans faire la guerre, sans perdre de vie humaine. La force de la diplomatie et ces sanctions puissantes, je pense que c'est un bon début. Alors, j'ai une question sur les interdictions de vol. Je répondrai à la question sur les interdictions des vols. Le
pas le plus important pour nous, c'est de mettre en place une zone d'exclusion aérienne au-dessus de l'Ukraine, car à cause des bombardements non interrompus et des infrastructures qui ne sont pas militarisées. Quand ils disent que c'est militarisé, ce n'est pas vrai. Vous pouvez voir la cathédrale qui a été détruite. C'est une ironie tragique. Le président de la Fédération de Russie a parlé des défis du nationalisme qu'une église écrase une autre église. Et il parlait du patriarcat de Moscou. J'avais dit que nous avions plusieurs églises, différentes églises, et ils n'ont pas forcément rapport avec tel ou tel patriarcat. Et ces bombardements qui ont eu lieu à proximité de la cathédrale Ouspiensky, la bombe russe est tombée sur l'église du patriarcat de Moscou. Vous voyez de quelle manière il défend l'église qu'il prénomme comme église de Moscou. Pourtant, elle est ukrainienne comme toutes les églises ici en Ukraine. Et je ne sais pas combien il y a eu de victimes. Je n'ai pas les statistiques, les chiffres, mais c'est cynique. C'est très cynique, comme à Babi Yar hier. 5 personnes sont mortes brûlées vives parce qu'elles se rendaient sur ce site de mémoire Babi Yar où plus de 100 000 personnes ont péri et parmi elles les Juifs, les Ukrainiens et de nombreuses autres minorités partant de guerre car c'était ça un acte du nazisme, un acte nazi et du génocide. Il y avait donc ce grand mémorial, il y avait une famille de 5 personnes qui s'étaient rendues sur ce lieu de mémoire et ces 5 personnes, adultes et enfants, sont morts. Ils n'étaient pas sur un site militarisé. Comment peut-on percevoir tout cela? Et tous les jours, vous savez que cette nuit, Kiev a été bombardée. 3 bombes sont tombées sur Kiev. Elles sont tombées au centre-ville. Vous avez vu ce qui s'est passé à Kharkiv aujourd'hui, hier, avant-hier et dans d'autres villes de notre pays. Mariupol a été bombardé. Par conséquent, nous voulons demander de sécuriser cet espace aérien, de faire une zone d'exclusion. Car du territoire du Biélorusse, des missiles sont tirés, des aéronefs décollent pour bombarder. Et je m'étais adressé au président Biden, il me semblait au Premier ministre Scholz, au président Macron. Il me semble, pourquoi je dis il me semble, parce que je passe 20 à 30 coups de fil internationaux par jour, tous les jours. Et je leur ai dit, si vous ne pouvez pas mettre en place cette exclusion de l'espace aérien, si vous ne pouvez pas assurer cette clôture du ciel, dites-nous quand vous pourrez le faire, combien de temps il faut attendre, combien d'Ukrainiens seront explosés, combien de bras, de jambes ou de têtes devront être arrachés. Et dites-moi, nous allons calculer et nous allons attendre le moment où vous pouvez mettre en place cette zone d'exclusion aérienne. Et puis, pour les sanctions, c'est pareil, il y avait la question des délais. J'avais demandé de mettre en place les sanctions avant le début de la guerre. On disait que non, ils ne vont pas attaquer. Ensuite, je vais demander de me communiquer la liste des sanctions. Ce n'était pas fait, mais heureusement, Dieu merci, là, les sanctions sont en place. Et cela marche. Le monde entier le voit. Et j'avais demandé cette aide. Et là, je demande de fermer cet espace aérien. Si vous n'avez pas les forces,
attitude décisive pour fermer le ciel. Donnez-moi des avions, alors dans ce cas-là, donnez-moi des avions. Et quand on me répond, pour donner ces avions, il faut que ce soit voté, etc. Où sont ces avions? Nous avons trouvé beaucoup d'avions qui sont neufs, qui sont chers. Ils valent plus cher que la vie humaine. Ce n'est pas grave. Il y a des vieux aéronefs qui datent du temps de l'Union soviétique. Ils sont vieux. Est-ce que vous pouvez nous les donner pour que nous, on puisse se défendre sur notre territoire, sur le sol ukrainien, non pas sur le sol biélorusse, ni sur le sol russe, mais sur notre sol pour qu'on puisse répliquer et riposter contre les tirs, les tanks, etc. Fox News, vous avez parlé au président Biden cette semaine. Comment décririez-vous vos conversations avec le dirigeant américain? Est-ce que vous pensez qu'on a attendu trop longtemps pour donner notre soutien à l'Ukraine pour qu'elle repousse cette offensive? Excusez-moi. Désolé, on a peu dormi. J'ai parlé au président Biden hier ou avant-hier, je ne me souviens plus, et nous avons un bon contact. Je peux vous dire que c'est la vérité et c'est dommage que ça ait démarré uniquement après le début de cette guerre, mais maintenant c'est en place et je l'apprécie beaucoup. J'ai beaucoup d'estime pour lui, donc nous pouvons discuter maintenant et on parle souvent. Ça, c'est pour répondre à la première partie de votre question. Et la deuxième partie? Que les États-Unis ont apporté leur aide tardivement. Réponse. Je vous ai dit ouvertement et sincèrement, ce n'est pas la question qui concerne uniquement le président Biden, mais c'est une question qui concerne les actes et la réaction du monde. Et je sais qu'il y a des militaires, les militaires ont une position particulière, et il y a la position de Poutine, il y a la position de la société civile, et même dans la société civile, il y a un clivage. Vous savez, là-bas, les gens, ils regardent la télé. Je pense que vous, les journalistes, vous avez vu ce qui passe à la télé russe. Il y a très peu de vos reportages sur la télé russe, n'est-ce pas? Les gens vivent dans une ambiance et dans un espace d'information qui est formé, constitué par les efforts des dirigeants russes uniquement. Il y a de la désinformation en ce qui concerne l'Ukraine, en ce qui concerne l'OTAN, en ce qui concerne notre indépendance, en ce qui concerne l'arme nucléaire, la probabilité des tirs nucléaires, etc., etc. Et donc, je n'aimerais pas que tout ceci dépende uniquement de cette équipe qui est née, qui vit et qui mourra en uniforme militaire, car il y a des décisions qui sont prises en uniforme, mais il y a des décisions qui sont prises en uniforme, en tenue civile par les décideurs politiques. Donc les militaires, eux, ensuite, ils suivent les décisions pour pas que le monde périsse dans une guerre. Et le monde entier doit le suivre. Il faut que ce soit leur peuple qui le réclame à leurs dirigeants. Ce n'est pas mon peuple qui peut le faire. Tous ces gens, vous voyez dans le monde, ils sortent et dans la rue, ils expriment leur opinion. Les gens sont intelligents, plus intelligents que nous, et les gens font pression sur leur gouvernement. Mais le monde entier doit savoir que le monde entier était en retard dans sa politique. Et ce n'est pas que tous les peuples ou tous les leaders pensaient ceci ou cela, mais personne ne pouvait penser que dans le monde contemporain, un être humain peut se comporter en animal.
un animal sauvage. New York Times. Je suis ravie de pouvoir vous poser cette question à Kiev. Vous savez que vous êtes très respecté dans le monde entier en tant que le symbole du courage qui défend l'Ukraine. Est-ce que cela aide l'Ukraine? Je vous répondrai en russe aussi, comme vous m'avez posé la question. Oui, cela aide énormément. Ce soutien est immense. Et c'est ce que le peuple ukrainien attendait de moi. Mais bon, à vrai dire, je ne veux pas dire comment j'étais, comment je suis devenu. Nous tous, nous aimons notre pays et chacun se trouve à la place où il peut aider le plus son État ou sa population. Et c'est ce que je fais. C'est là ma place. Et ce soutien des gens qui sortent dans la rue, sur des places, qui parlent à leur gouvernement. Et moi, je parle à de nombreux leaders de pays. Nous sommes des amis. Nous sommes devenus amis très proches avec de nombreux leaders de différents pays. Nous parlons par téléphone plusieurs fois par jour, par téléphone portable. J'aime beaucoup pouvoir communiquer avec ces leaders par WhatsApp sans toutes ces complications bureaucratiques où il faut adresser la demande, ensuite attendre une réponse pendant une semaine. Et pendant ce temps, les gens tombent, les gens meurent. Là, c'est différent. Le moment est différent. Et ce soutien, il est très important pour moi. Et je voudrais m'adresser au monde entier et à ces gens formidables du monde entier et vous demander de ne pas faiblir dans le soutien que vous nous apportez, car ce soutien, il nous renforce dans notre conviction et nous ne faiblissons pas grâce à votre soutien. Bien sûr, nous sommes les gens de la paix, nous voulons la paix, et nous ne sommes pas prêts à nous rendre, mais votre soutien me montre et me confirme que ce que nous faisons est bon, que nous faisons ce qu'il faut. Et c'est ça la force du monde entier. Et je suis ravie que le monde soit enfin uni, et dommage que ce soit à ce prix très élevé. Monsieur le Président, est-ce que vous avez demandé l'aide de l'État d'Israël en termes de technologie militaire? Qu'est-ce que vous leur avez demandé d'autre? En tant que juif, est-ce que vous avez des attentes de la part de l'État juif? Mes attentes. Oui, merci. Je vous remercie de cette question. Aujourd'hui, j'ai vu une photo. Cette photo montre le mur des lamentations où des juifs assis, des autres juifs sont à côté de ce mur et ils sont couverts du drapeau, ils se couvrent les épaules du drapeau jaune-bleu, du drapeau ukrainien. Je leur suis tellement reconnaissant. Je leur rends mes hommages. Ces gens priaient auprès du mur de lamentation. Et à vrai dire, vous voyez, c'est ça. Ma maison est là et j'étais toujours très ouvert à toute religion. Et je pense que tout le monde a la place dans notre monde. Il y a de la place pour tout le monde, pour toutes les religions. Et ces gens, ils priaient pour cela. Je me suis entretenu avec les dirigeants d'Israël et je vous dirais franchement que peut-être ce que je dis peut paraître un peu vexant, mais je considère que je suis obligé de le dire. Vous savez, nos relations ne sont pas mauvaises du tout, elles sont plutôt bonnes, mais ce sont des moments comme ceux-ci dans la vie qui permettent de vérifier la solidité des relations. Et c'est maintenant qu'il faudrait un soutien solide. Et je lui ai parlé, nous avons de bonnes relations diplomatiques, mais je ne le ressens pas comme quelqu'un qui porterait notre drapeau sur ses épaules. La Pologne aide beaucoup. Que pouvons-nous faire pour aider? Les avions, réponse. Les avions. Mais nous avons reçu les informations comme quoi vous en avez.
Il y en a, et nous n'avons pas de problème avec la Pologne. Nous avons d'excellentes relations avec Andrzej. Est-ce que vous lui parlez tous les jours? Je lui parle tous les jours. Andrzej Duda est un des leaders avec qui je parle tous les jours et il me dit « Mais que fais-tu maintenant ?» Je lui dis ce que je fais et il me dit « Qu'est-ce que je peux faire pour aider encore ?» Eh bien voilà. Nous avons, avec Agatha, ceci pour transmettre, pour vous blesser, etc. Mais attends, je suis en ligne, je lui dis, et en parallèle, figurez-vous comment je travaille. Quand j'étais en ligne avec le président polonais, le président Duda, je lui dis, ne raccroche pas, ne quitte pas. Et avec mon autre téléphone, j'appelle mes militaires et je dis, la Pologne propose de nous acheminer du sang pour nos blessés. Et ils me répondent oui, et ensuite je dis à Andrzej oui. Voilà, c'est ça la façon dont nous maintenons ces relations diplomatiques et cette interaction. Et là, voilà, la Pologne, vous voyez, nous sommes amis, nous sommes très proches pour tout et sans aucun doute, nous ressentons que nous sommes vraiment dans les bras de soutien de leur part. Ils nous soutiennent de manière très proche. Mais nous avons cette question relative aux avions. Et si je comprends bien, cette question est liée à la Pologne et aux États-Unis. Mais je ne veux les accuser de rien. Je sais qu'ils font beaucoup, ils font vraiment beaucoup, et c'est vrai. Et je ne sais pas qui aurait pu faire plus, je ne le sais pas, ou qui pourrait faire plus, je ne le sais pas. Je suis très reconnaissant. Mais les militaires, sans avions, sans aéronefs, eh bien, nous perdons les vies de beaucoup de gens. Et j'aimerais beaucoup que cette question trouve sa solution. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez reçu assez d'armes pour éviter que Kiev soit prise? Voilà, 16h32, vous venez d'assister à cette conférence de presse du président Volodymyr Zelensky, président ukrainien. On va saluer et remercier évidemment nos collègues qui ont permis la diffusion de cette conférence de presse, Florian Nitzler et Alix Ponsard, qui sont toujours sur le terrain pour nous faire suivre justement ce qui se passe au plus près des combats, notamment à Kiev. On va revenir tout de suite avec vous en plateau sur cette conférence de presse, cette forme. Catherine Gentil, c'est la première conférence de presse de cette sorte. C'est vrai qu'il a convoqué quelques journalistes. On croit qu'ils sont à peu près 8 médias, une petite dizaine. On l'a remarqué, pas de table, une simple chaise. Il s'est exprimé à eux 5 petites minutes au début et il leur a laissé poser des questions. Ça, c'est surprenant tout de même. Oui, c'est parce qu'il montre que justement il est dans le dialogue et qu'il veut dire ce qui se passe et puis surtout il veut réaffirmer le fait que les Ukrainiens vont continuer à se battre et qu'il n'est pas question de reddition, qu'il n'est pas question de... Il a dit une phrase très jolie d'ailleurs, il a dit bien sûr que j'ai peur de la mort parce que ceux qui n'en ont pas peur ne sont pas normaux entre guillemets, mais j'ai surtout peur pour mes proches. Il dit mais en même temps je ne veux pas qu'un jour on me dise d'où tu viens et que je serai obligé de répondre je viens d'un pays qui n'existe plus. Je pense que là il a vraiment résumé sa pensée profonde, c'est-à-dire qu'il veut évidemment se battre jusqu'au dernier moment. Alors, il demande, évidemment, il dit qu'il a plusieurs fois par jour les dirigeants internationaux. 30 coups de fil internationaux. Entre 20 et 30 tous les jours, voilà. Et qu'il dit qu'il a noué des relations très proches avec tous ces dirigeants, mais qu'il lui faut des avions. Et le problème, c'est que c'est impossible, parce qu'on sait que si jamais l'OTAN ou les Occidentaux commencent à fournir des avions, c'est la Troisième Guerre mondiale, comme avait dit Joe Biden, parce que, effectivement, à ce moment-là, on serait partie prenante du conflit et que ce n'est pas possible. Mais en tout cas, il remercie aussi beaucoup les opinions publiques, les gens qui manifestent, etc., les journalistes. Et il dit « Ne faiblissez pas dans votre soutien, on en a besoin ». Et ça me faisait penser à la phrase au tout début qu'avait dit quelqu'un. Il est vraiment passé du statut de Coluche à Churchill, quoi. C'est vraiment, c'était ce comédien rigolo qui aujourd'hui donne une leçon quand même à la planète entière et même aux dirigeants les plus prestigieux de l'Occident. Vous avez parlé des avions, Didier François, bloquer l'espace aérien, il l'a demandé, ça semble extrêmement en effet compliqué. Et peut-être qu'on reviendra aussi sur l'aspect sécuritaire de cette conférence de presse.
qui est assez étonnante tout de là même. aussi, il a pris un risque quand même énorme parce que, l'air de rien, enfin, Valérie Nataf le disait hors antenne, mais par exemple, Massoud a été tué lors d'une conférence de presse. Donc je pense qu'ils ont pris des précautions. Mais on voit le risque autour de là, lui qu'il y a beaucoup, oui, évidemment, mais le risque de en fait, protection c'est militaire, le mais quand timing. même. Alors visiblement, elle est en léger différé, etc. Pour ça, le risque, il sait quand même que il a un nombre conséquent de interdiction de diffusion en direct, évidemment, voilà, léger différé, comme vous l'avez dit. Mais c'est important parce que honnêtement, il sait qu'il a un certain nombre d'hommes des forces spéciales russes qui sont à sa recherche et qui, s'ils arrivent à avoir le bon renseignement au bon moment, ne se priveront pas de l'exploiter. Donc il prend des risques, mais en même temps, mais ce qu'il dit est quand même absolument formidable. Enfin, je sais pas. Enfin, c'est un chef qu'on a envie de suivre parce qu'il est tellement comme nous. Enfin, quand on voit Vladimir Poutine qui est dans son déni, lui il se met à hauteur d'homme, quoi. Mais c'est incroyable. Et puis c'est sa volonté. Et puis il dit des choses. Et puis, enfin, je sais pas. Il ose dire oui, l'armée russe, oui, elle est les 5 à 10 fois supérieure à l'armée ukrainienne. Et Poutine qui est en train de bombarder du Kiev, on n'y a pas touché. Enfin, on est quand même voilà, il y a deux images. Il le dit bien. Enfin, il dit, je pensais pas que ça arriverait au 21e siècle, mais il dit, j'ai 45 ans, ma fille a l'âge de ses soldats. Je veux pas que les mères de ces soldats ne retrouvent pas le corps de leur fils. Poutine, lui, il a préparé des crématoires pour qu'on les trouve. Il dit, nous sauvons les prisonniers, nous avons des médecins pour les soigner. Il veut aussi humaniser aussi. Mais oui, mais en fait, c'est vraiment, il fait la démonstration par l'image et par sa façon d'être de l'affrontement entre deux conceptions du monde. Ouais. Entre les zombies, pour faire simple, parce que franchement, ça que ça ressemble. Enfin, je sais pas, moi, c'est que. Et puis, les gens normaux, quoi. Enfin, vous et moi. Ouais. Et ça donne envie de se battre pour défendre ce qu'on est. Général Trinquant, vous voulez dire quelque chose ? Oui, juste deux points sur l'espace aérien qui a été aérien. Alors ça, voilà, il en a beaucoup parlé. Qu'il a eu dans l'espace aérien, il demande deux choses, la no-fly zone, je vais vous en parler, et puis d'avoir des avions. Oui. On a vu déjà le problème que ça posait pour avoir des avions, puisque la Pologne a décidé de pouvoir, par les fonds européens, lui fournir des avions, et on a vu la difficulté que ça représentait. Mais je voudrais revenir sur la no-fly zone. C'est quelque chose qui revient comme une tarte à la crème chaque fois qu'il y a une crise. Alors, parfois, ça a marché, avec la Turquie et les Kurdes. Et puis, la dernière no-fly zone importante qu'on a eue, c'est en Yougoslavie. Mais le problème, c'est qu'en Yougoslavie, c'est l'OTAN qui met ça en œuvre, avec des moyens considérables. Il faut avoir les AWACS qui détectent et il faut avoir les chasseurs qui sont capables d'intervenir. Mais là, si on met la no-fly zone avec l'OTAN en Ukraine, à l'évidence, c'est la guerre avec la Russie. Et donc, je ne comprends pas, en revanche, qu'ils reviennent beaucoup sur ce point-là. Parce que ça fait plusieurs jours qu'on en parle et ça fait plusieurs jours que tout le monde a dû lui dire « Mais attendez, c'est pas possible ». Et pourtant, il réinsiste sur ce sujet-là parce qu'on sent bien que sur le plan militaire, le problème de l'absence de couverture aérienne lui pose un gros problème. Aujourd'hui, en particulier quand on voyait cette fameuse colonne, c'est certain qu'avec des avions, il aurait réglé le problème rapidement. Donc voilà, il y a ces deux aspects, un peu d'entêtement sur la no-fly zone, qui est, je répète, un peu la tarte à la crème, et puis le problème des avions, dont je ne sais pas encore comment il va être réglé, mais apparemment, il y a des dons. Vous parlez d'entêtement, je demande un instant. Vous parlez d'entêtement, je crois qu'il s'agit d'un homme d'abord qui est aux limites de sa résistance physique et qui, en fait, parle de la survie, pas seulement de la sienne, mais d'un peuple. Et donc cet entêtement, ce que vous qualifiez d'entêtement, c'est aussi, me semble-t-il, la mesure de son désespoir. Zoriana Agnac, vous êtes avec nous, vous êtes présidente de l'Association des étudiants ukrainiens de France, vous êtes française mais d'origine ukrainienne, vous n'avez plus de famille là-bas mais vous avez encore des amis. On entend le président ukrainien qui dit, alors même si en effet fatigué, demande de l'aide, mais qui dit nous sommes sur notre sol et nous sommes prêts à tout. Quand on entend, et on sait tout à l'heure, cet échange très tendu, on y reviendra, entre Vladimir Poutine et Emmanuel Macron, l'Élysée qui nous dit le pire est à venir. Vous, évidemment, vous pensez peut-être à vos amis qui sont sur place. Comment vous percevez tout ça ? Quand vous voyez cette conférence, cette détermination quand même, tout de même, vous continuez évidemment à soutenir ce qui se passe là-bas, à soutenir le président Zelensky ? Bien sûr, et il faut les soutenir comme on peut, et ce dont les civils ont besoin avant tout, parce que je précise qu'il n'y a pas que l'armée, il y a aussi les civils qui vont se battre. Tout à l'heure, j'étais à une réunion à l'hôtel de ville organisée par la maire de Paris pour voir comment on peut aider les gens, la crise des réfugiés, et puis les gens qui sont là-bas, qui se battent. Et il y avait des étudiants avec moi, des étudiants ukrainiens, qui disaient « mais il faut les aider, c'est nos pères, c'est nos frères qui sont là-bas ». Et si on ne peut pas leur fournir d'art, au moins fournissons-leur des gilets pare-balles, des casques, du matériel de première nécessité. C'est ce qu'on peut faire, c'est la moindre des choses.
Oui, parce qu'il a rappelé, il a parlé encore de ces mères, justement, de ces soldats russes, en disant nous, on ne veut pas les tuer, on veut essayer de les soigner, et surtout, s'il y a des corps, de venir les récupérer, ne pas les brûler. Ça, c'est important aussi, finalement, d'entendre ça tout de même, parce que les Ukrainiens n'ont pas envie de tuer les Russes. Voilà. Non, et les Russes n'ont pas envie de se faire tuer. Pour se défendre, quoi. Ça. En fait, moi, je trouve que ce qu'il y a... parce qu'il ne dit pas qu'ils ne les tueront pas. Non, mais il a dit qu'ils se battront. C'est la dernière limite. Mais ce que je trouve formidable, c'est qu'on lui impose la guerre. Ouais. Donc il la fera. Mais il garde son humanité. C'est ça. Et ça, c'est difficile parce qu'à la guerre, honnêtement, quand on est vraiment au combat, et que c'est difficile de garder son humanité. Voilà. Parce qu'il faut passer à des phases, à des moments où il faut... Et je trouve ça formidable d'essayer de garder ça. Après, encore une fois, c'est le début, ça va évoluer, c'est compliqué, etc. Mais il est dans ça, et je trouve qu'on voit tout, en fait. Il y a une forme aussi de simplicité. Quand il s'adresse aux journalistes début, en disant, vous êtes là, de toute façon, voilà ce qu'on peut raconter sur Internet ou ce que peut dire Poutine ou les autres, mais vous montrez la vérité. Vous êtes là, vous montrez les bombardements, vous montrez les explosions, vous montrez les corps, vous êtes là. Donc, et ça, en fait, il y a tous ces sentiments contradictoires qu'on a quand on est à la guerre, et quand on est sur une zone de guerre, et qui fait que qu'est-ce qui reste d'humain en vous, qu'est-ce qui relève de la haine, qu'est-ce qui relève de la peur. Je trouve qu'il est incroyablement humain dans la façon de nous le montrer, parce que c'est pas des cartes quand on est là-bas. Enfin, c'est ça qui est important. Et ce lien, j'ai vu beaucoup de vidéos en fait de soldats russes qui sont prisonniers et à qui les Ukrainiens passent le téléphone portable et disent parle à ta mère. Ouais. Il y a beaucoup de ces choses-là. Je pense que dans cette communication ukrainienne, ce qui est fantastique, c'est de relier les deux peuples. C'est-à-dire que le soldat russe est prisonnier, mais on lui donne à manger, on lui donne à boire, il parle à sa mère et pour revenir à la maison. Et c'est ce lien entre les deux peuples. Et on voit aussi des réactions de soldats russes. En particulier, il y avait un message assez bouleversant d'un soldat russe qui a été tué en fait au nord de la Crimée et qui écrivait à sa mère en disant qu'en franchissant la frontière, il apprenait qu'il n'était plus en manœuvre, mais qu'il allait faire la guerre, ce qu'il ne savait pas. Et il dit « ça me donne envie de me pendre, je ne sais plus quoi faire ». Et le pauvre a été tué juste après, et c'est sa mère qui a transmis ces messages-là à l'ambassadeur d'Ukraine à New York, avant l'Assemblée générale. C'est assez poignant, de voir mais c'est vraiment la relation entre deux peuples, à l'opposé d'un dirigeant qui veut opposer deux peuples. Il en parle des Russes d'ailleurs, et il parle de la liberté d'expression des Russes. Il a dit à un moment... Il a même répondu en russe à une question. Oui, mais il a dit les Russes, ils ont peur de sortir dans la rue pour s'exprimer. Alors que nous, les Ukrainiens, quand il y a quelque chose, ils peuvent venir manifester. Voilà.